Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle web émission Artiste-Auteur Un Statut dédiée au 1 an du rapport Racine. Alors ça fait plaisir de vous revoir. Vous l'avez vu, je ne pouvais pas être là au dernier live que nous avons rebaptisé entre nous le live de l'enfer puisque nous avons eu énormément de problèmes techniques. Je vous rassure, nous avons pu les régler entre-temps et nous sommes de retour avec une technique impeccable et un panel d'invités aujourd'hui que je suis vraiment ravie de retrouver. Vous connaissez certains d'entre eux que vous avez pu voir dans d'autres web émissions et puis d'autres que vous allez découvrir. Alors on est ce soir avec Adrien Thomas pour la Charte des auteurs illustrateurs jeunesse. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Nous sommes avec Denis Goulette, juriste. Bonsoir Denis. Bonsoir Samantha. Bonsoir et à avec tous. Eugène Rius, qui est scénariste et que vous aviez eu l'occasion de voir à la première web émission. Bonsoir Eugène. Bonsoir. Alors aujourd'hui, on est dans un panel assez exceptionnel, comme je le disais, puisqu'on a les organisations fondatrices de la Ligue qui ont été aussi à l'origine. On va faire un petit historique mais de l'émulation qui a permis la mise en place de cette mission. Et avec Denis Goulette, qui est l'ex-délégué général de la Guilde des scénaristes, qui est juriste et expert à la fois en propriété intellectuelle et qui a une connaissance extrêmement aiguë du régime des artistes-auteurs. On lui doit notamment, avec l'ancien conseil d'administration de la Guilde, des documents formidables que je vous invite à lire, notamment sur le scandale AGESA, sur l'impossible dialogue social, qui ont vraiment permis en fait de rebondir justement sur les premières analyses du rapport. On va démarrer peut-être vraiment dans le basique, je dirais, pour aborder ce sujet qui nous intéresse tous beaucoup, puisqu'on se demande un peu ce qui va se passer ou ce qui aurait pu se passer. Eugène, toi, dans ta vie de scénariste, comment ça s'est passé quand le rapport est sorti? Qu'est-ce que tu as ressenti? C'est vrai que en tant que scénariste, parce que je suis aussi auteur de bande dessinée, donc le double statut fait que j'étais aussi particulièrement sensible à la sortie du rapport Racine, parce que il est sorti juste avant le festival d'Angoulême l'an dernier. Il y a quand même eu une vague d'espoir du côté des artistes-auteurs dans leur ensemble, aussi du côté des scénaristes, parce que ça posait un constat clair et objectif de la situation des artistes-auteurs en France, de leur manque de visibilité, leur manque d'information, de leur statut chaotique qui existe mais qui est un statut bricolé depuis des années, et donc en fait les constats étaient posés, donc dans leur ensemble en tout cas il y a une vraie réaction vive, il y a un vent d'espoir on peut dire chez les artistes-auteurs. C'était quand même jamais vu. Je pense qu'on n'a jamais vu autant d'auteurs être emballés par un rapport de 140 pages. Non mais oui, il y a eu je pense que c'est très bien décrit, il y a eu cette tribune dans Le Monde qui avait été signée aussi par énormément d'entre nous en réaction, pour essayer de soutenir évidemment ce rapport. Et puis on a bien vu que de ces préconisations extrêmement nourries qui sont sorties, il y avait aussi des oppositions qui étaient assez importantes. Adrien, du côté de la Charte des auteurs illustrateurs jeunesse, la Charte a fortement contribué au rapport, puisque je me souviens très bien qu'à l'une des auditions à laquelle la Charte a participé, elle a vraiment fourni une documentation très très riche sur tous les problèmes en fait que rencontraient les auteurs et autrices jeunesse en termes de non-recours sociaux, en termes de problématiques aussi, je dirais, plus larges de rémunération, contractuelle, etc. Qu'est-ce que ça représentait pour la Charte, la sortie du rapport ? Je pense que c'était d'abord du soulagement, parce qu'on va se rappeler que l'année dernière, on n'était vraiment pas sûr qu'ils finissent par sortir. On avait très peur qu'ils soient enterrés avant même d'être sortis. Donc on est déjà soulagé qu'ils soient sortis tout court. Et ensuite, en regardant ce qu'il y avait à l'intérieur, on a été doublement soulagé en remarquant que les problématiques à la fois transversales et à la fois spécifiques des auteurs étaient prises en compte. C'est-à-dire à la fois les problématiques qui touchent l'intégralité des auteurs, le non-recours aux droits sociaux notamment, qui est un gros fléau parmi la population des auteurs, et les spécificités plus branchés auteurs et autrices jeunesse, et notamment le fait que par exemple les droits des romans jeunesse soient largement inférieurs aux droits des romans entre guillemets adultes, étaient écrits noir sur blanc dans le rapport, et du coup on a eu de la sensation pour une fois que les auteurs en général, les auteurs jeunesse en particulier, étaient écoutés, et ça a changé beaucoup de choses. Oui, c'est vrai que ce rapport, on va faire un historique un peu plus tard aussi avec Denis Bajram quand il nous rejoindra, parce que c'est vrai que les états généraux de la BD ont fortement contribué par leur existence à l'aboutissement, je dirais, de ce travail qui a été élargi
au-delà des auteurs et autrices de bande dessinée. Mais c'est vrai que c'est un rapport qui nous a tous étonnés parce qu'il était très proche de nos réalités. Et que d'habitude, on a la sensation que quand des institutions, on va dire, s'emparent de nos problématiques, on est plutôt sur une vision fantasmée des auteurs-autrices et pas vraiment dans leur réalité. Denis, est-ce que, de ton point de vue d'expert, de tout le travail que tu as pu aussi accomplir en tant que délégué général de la Guilde auparavant, qu'est-ce que tu penses objectivement, je dirais, juridiquement, de ce rapport, de sa construction et de ce que ça met en exergue? Je pense que c'est un rapport qui a eu le mérite d'une très grande honnêteté intellectuelle. Il y a eu la volonté immédiate par le ministre, dans la lettre de mission qu'il avait confiée à Bruno Racine, d'accoler à Bruno Racine un certain nombre d'experts de différents domaines pour essayer d'avoir une vision globale de l'approche des artistes-auteurs, et une vision qui était surtout originale, qui était basée sur l'acte de création, qui était aussi révolutionnaire pour la première fois, puisque, et on en parlera peut-être plus tard, mais les auteurs, les artistes-auteurs sont aujourd'hui victimes d'une représentation symbolique héritée d'une époque qui est révolue et qui était celle de l'auteur qui écrit seul, en dehors de toute injonction et de toute demande et de toute réalité de marché. Et là, il y avait vraiment cette volonté, à travers le focus de l'acte de création, c'était d'aller explorer ce qui se passe avant que l'œuvre soit achevée, avant que l'œuvre soit exploitée. Et donc, je ne sais plus de mémoire, je pense qu'on est à peu près à une cinquantaine d'experts, des universitaires, des chercheurs, des hauts fonctionnaires, toutes les organisations syndicales qui ont été, et les organisations d'auteurs qui ont été consultées, de tous les secteurs confondus. On a regardé s'il pouvait y avoir des points communs entre les scénaristes et les plasticiens, aussi improbable que ça puisse paraître pour un scénariste d'imaginer qu'il a des points communs avec des artistes plasticiens. Et oui, en fait, il y a énormément de points communs, et ce rapport Racine permet justement de créer une connexion qu'on a pu voir par la suite se révéler, c'est-à-dire des métiers d'artistes-auteurs différents qui, d'un coup, à travers ce rapport, s'aperçoivent qu'ils ont des problématiques communes et qui sont bien plus profondes que la spécificité du métier ou du secteur dans lequel ils pensaient exercer. Tout à fait. Et c'est bien que tu reparles ça de l'acte de création, hein, c'est le sous-titre d'ailleurs du rapport. Et c'est vrai qu'en général, on s'intéresse plus à ce qui se passe après, c'est-à-dire pendant l'exploitation de l'œuvre, quelle que soit l'œuvre d'ailleurs et quels que soient les circuits de diffusion, que ce qui se passe avant, c'est-à-dire pendant qu'on crée. Or, on le voit bien d'un point de vue systémique, tout le mal-être qui pour le coup est vraiment commun à tous les métiers de la création, hein, même s'ils prennent des formes différentes, c'est bien la phase en amont, c'est-à-dire la protection sociale et l'encadrement de nos conditions de travail créatif quand on est en train de créer, quand nos corps sont en implication. Et c'est là que le bas blesse, je dirais, parce que voilà, l'exploitation et parfois nos faibles rémunérations sur l'exploitation, c'est en effet une problématique. Mais avant même d'être sur ces sujets-là, on a envie de dire, mais à la base, quand on est en train d'écrire, quand on est en train de dessiner, de traduire, etc., on se retrouve dans une situation dans laquelle on se sent sans protection, alors que pourtant les textes nous ont normalement donné une certaine protection. Eugène, ces derniers temps, on voit Parole de scénariste, qui est un groupe Facebook qui a émergé sur, je dirais, la souffrance professionnelle des scénaristes. On est 1 an après le rapport Racine et c'est assez frappant de voir que finalement, toutes ces souffrances sous forme de témoignages anonymes ou non anonymes, qui sont quand même la levée d'une omerta importante dans le milieu de l'audiovisuel pour les scénaristes, convergent vers la même problématique et le même focal de souffrance qui est, en fait, on n'est pas reconnus comme des personnes qui travaillons. On n'est pas reconnus comme ça. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une forme d'usurpation des choses. Tu voudrais nous en parler peut-être ?
Oui, alors c'est un problème qui n'est pas spécifique qu'au scénariste, mais qui a une vraie existence dans le milieu de l'audiovisuel et du cinéma, c'est que la place du scénariste est rarement reconnue comme un métier. En fait, je fais un peu parfois ce parallèle entre les scénaristes, mais au-delà, en fait, les artistes-auteurs et les agriculteurs. Alors c'est un parallèle qui vaut ce qu'il vaut, c'est-à-dire que c'est nous qui nourrissons toute la chaîne. Mais on ne vit pas des fruits d'exploitation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein d'intermédiaires et au final, c'est quand même nous qui sommes au départ. C'est-à-dire sans nous, il n'y a pas de nourriture à la fin, il n'y a pas d'industrie. En fait, c'est un parallèle voilà, qui vaut ce qu'il vaut, mais l'invisibilisation des scénaristes, c'est qu'on travaille très en amont des projets. La place n'est pas toujours reconnue. La technicité des scénaristes n'est pas toujours reconnue. Et effectivement, il y a des couches qui se superposent. Mais sans scénario, rien ne se monte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système de financement du cinéma en France et de l'audiovisuel, tout part du scénario. Sauf pour certains réalisateurs qui peuvent signer sur un nom, mais ils sont en France peut-être une dizaine. C'est-à-dire que sans scénario, il n'y a pas d'équipe technique à recruter, il n'y a pas de projet qui se monte financièrement, il n'y a pas d'exploitation de l'œuvre. Donc effectivement, le travail du scénariste est difficile à reconnaître, puisque on travaille en amont, on est rémunéré en cinéma sur l'exploitation notamment, mais la place est trop floue. Donc en fait, tout le monde peut retoucher ce même texte, tout le monde a un avis à donner sur le texte originel, et ça peut créer une vraie souffrance, puisqu'il n'y a pas d'encadrement du coup de la phase de création en fait. C'est vrai qu'on imagine mal toutes les équipes se tourner vers le réalisateur et dire non, c'est pas comme ça que tu dois filmer. En fait, la photo reprend. Enfin, on ne l'imagine pas parce qu'en fait, il y a la reconnaissance d'une compétence, d'un métier, et quelque part, peut-être que tout le monde se rêve aussi un peu auteur et voudrait mettre la main à la pâte. Et tant qu'on est dans une représentation symbolique et qu'on ne met pas au jour, je dirais, des processus plus techniques, qui ne retirent rien à l'aspect vocationnel, mais voilà, qui sont supplémentaires, on reste dans quelque chose qui nous emprisonne et qui nous empêche d'être reconnus comme des professionnels. Et c'est vrai qu'à propos de professionnalité, le rapport Racine fait la part belle au sujet, puisque dans les premières préconisations, il y a 3 grands axes dans le rapport. La première, ce serait la reconnaissance d'un statut professionnel d'une certaine façon. Le deuxième, ce serait le renforcement de la défense collective de l'ensemble des créateurs et créatrices. Et puis le dernier serait le renforcement des individus en tant que tels. Il y a vraiment ces 3 polarités dans le rapport. Et sur la professionnalité, c'est tout de même étrange, puisque le rapport sort, on est en février, en janvier, puis février, les annonces du ministre, où déjà il y avait une certaine déception. Et puis, la crise sanitaire tombe. Et le plus fou, c'est que finalement, cette question de professionnalité ou de statut professionnel qui avait été quelque peu écartée auparavant, en disant non, mais il n'y a pas vraiment forcément de sujet, etc. On se retrouve dans la crise sanitaire où le premier réflexe des institutions, c'est de dire ah non, on ne va pas donner des aides à tout le monde. On va donner aux créateurs et créatrices les plus professionnalisés, parce que quand même, il ne faut pas déconner. En gros, il y en a qui font vraiment ça comme un métier et pas les autres. Et on s'est retrouvé avec le paradoxe d'avoir, en fait, chacun, de manière discrétionnaire, institution, organisation privée, etc., qui définissait ce qui était pour eux un professionnel, mais de manière extrêmement injuste. Je pense qu'on est la seule population en France qui s'est retrouvée avec des aides publiques d'État qui ont été confiées à des opérateurs privés qui ont eux-mêmes reversé ce dont, je dirais, leurs propres critères. C'est hallucinant quand on y pense. Et ça fait qu'on s'est retrouvé dans l'incapacité d'aider massivement ceux qui en avaient le plus besoin pendant la crise. Adrien, est-ce que tu peux nous parler de ça, de la complexité des aides qui ont été mises en place et finalement parce que du côté des auteurs-autrices jeunesse, et puis à la Charte, c'est quand même une population très professionnalisée, des dégâts que ça a causé cette année? On a fait effectivement beaucoup de retours et d'analyse des expériences des adhérents de la Charte lorsque ces différentes aides ont été mises en place, et les retours ont très très souvent été extraordinairement négatifs, notamment celui qui a été qui a été délégué au CNL puis ensuite redélégué à l'EGDL, qui a mis en place des critères qui n'étaient pas raccord avec les critères qui a été mis en place par les impôts français, alors que c'était censé venir aussi de l'État, donc c'était quand même censé venir du même endroit, et les critères étaient différents. C'était extrêmement mal fichu, il y avait des critères qui étaient complètement aberrants, qui ont dû être revus à la baisse ou rééchangés après des débats, alors qu'on n'en était pas là, on était dans une situation d'urgence où beaucoup d'auteurs et d'autrices étaient galérés à obtenir leur rémunération. La rémunération s'est effondrée, la population des auteurs et autrices jeunesse était à mon avis pas mal impacté, était bien sur le devant de la scène à ce niveau-là, parce que l'épidémie a également empêché la tenue de pas mal de salons et de rencontres qui sont pour les auteurs et autrices jeunesse
beaucoup plus au cœur de leurs revenus que pour d'autres populations d'artistes. C'est-à-dire que ça représente ce qu'on appelle les droits accessoires qui représentent une proportion des revenus moyens des auteurs et autrices jeunesse nettement plus importante. Donc on était dans une vraie situation d'urgence, tous les festivals s'annulaient les uns après les autres, toutes les interventions s'annulaient les unes après les autres, et pour compenser ça, on espérait avoir accès à une aide financière, sanitaire qui nous aurait permis de survivre vis-à-vis de ça, et en fait c'était tellement mal fichu, tellement mal pensé, tellement mal géré, qu'au final, on a eu, en immense majorité, je crois qu'on avait fait des études dessus, on avait quelque chose comme 95% de gens qui disaient que c'était n'importe quoi et que c'était mal fichu. Et tout ça est lié au fait qu'on n'avait pas de statut clair, évident, et où il aurait suffi de dire la population qui correspond à tel critère, à savoir les artistes-auteurs, ont droit à ça selon tel critère de revenu. Point barre, c'était facile. Ça n'a pas été fait, alors que un mois plus tôt, il y avait le rapport Racine qui est sorti qui disait exactement ça, qu'il fallait qu'on ait un statut, qu'il fallait qu'on soit défini comme des travailleurs avec des critères. Oui, c'est vrai que c'est exactement ça. Et le rapport, je pense qu'on peut dire, la mission dans l'ensemble, le rapport et les préconisations apparaissent d'une préscience un peu triste, en fait, à la lumière de tout ce qui s'est produit ensuite, parce que c'est vrai qu'il y avait un germe, tout ce qu'il fallait quelque part pour éviter le pire. Et aujourd'hui, on est dans une souffrance sociale qui est énorme. Les bénévoles d'organisations professionnelles peuvent vous en parler. On est vraiment au jour le jour dans des situations où on aide des collègues à survivre durant cette phase où en fait soit ils n'ont plus de revenus, soit ça s'est tellement effondré, ou c'est tellement dans l'incertitude de ce qui va venir qu'il y a parfois l'arrêt en fait tout simplement de l'activité, sachant que ce sont des personnes qui n'ont jamais cotisé pour le chômage, donc qui n'ont aucun filet de sécurité. On peut dire qu'il y a quand même eu une victoire, parce que parlons d'une chose positive de cette histoire, c'est que c'est vrai que quand il y a eu tout ça, la Ligue des auteurs professionnels et d'autres organisations se sont mobilisées auprès du ministère de la Culture avec comme, grille de lecture le rapport Racine en disant « Attendez, regardez, gestion transversale, il nous faut quelque chose de transversal ». Et c'est ainsi qu'on a obtenu le Fonds de solidarité nationale pour lequel nous n'étions pas intégrés au départ, puisque comme pour la CSG, la population oubliée, c'était nous, c'était les artistes-auteurs. Donc même si en effet c'est très déceptif, je dirais que dans les points positifs, il y a une chose qui est intéressante, c'est que, évidemment, tout n'a pas bougé d'un coup, mais l'État a quand même, très fastidieusement, mais a été obligé de le faire, intégré nos populations dans des aides transversales auxquelles, je pense, nous n'aurions pas pu avoir accès si ce rapport n'était pas sorti. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Denis, en tant que juriste, et puis ton expertise aussi auparavant dans le syndicat de la Guilde, qu'est-ce que tu perçois des évolutions ou non-évolutions, je dirais, dans la prise de conscience pour cette population ? La situation, la situation sanitaire provoquée par l'épidémie début 2020, elle est révélatrice du caractère complètement invraisemblable de la politique menée pour les artistes-auteurs en France. Il était prévu, les artistes-auteurs sont considérés comme des travailleurs indépendants. C'est pas moi qui le décide, c'est dans le droit fiscal, dans le droit social. Un artiste-auteur, à la base, sauf particularité comme les réalisateurs par exemple, mais un artiste-auteur est considéré comme un travailleur indépendant, au même titre qu'un architecte, qu'un dentiste, qu'une profession libérale. C'est un travailleur indépendant. Donc, quand l'État met en place le fonds d'aide d'urgence pour les petites entreprises et les travailleurs indépendants, il n'y a strictement aucune raison qu'on évince les artistes-auteurs du bénéfice de ce fonds. Et ce fonds est un fonds responsable, c'est-à-dire c'est un véritable fonds d'urgence dans lequel on ne vient pas infantiliser les travailleurs indépendants et en leur demandant tout un tas de conditions, ressources, et combien touche ton conjoint, est-ce que tu as des enfants, est-ce que tu vis à Paris ou dans le 7e arrondissement. On n'est pas là-dedans, on est en train de voir quels étaient tes revenus l'année dernière à la même époque, quels sont-ils aujourd'hui, quelle est la différence, et on vous octroie une aide à partir du moment où on constate que la différence de revenus est telle qu'on estime
qu'on ne va pas venir vous demander et vous compter les poux dans la tête pour savoir si vous pouvez bénéficier de cette aide. Donc normalement, les artistes-auteurs devaient bénéficier de ce fonds-là. Le problème, c'est que vous avez deux catégories d'artistes-auteurs, suivant le régime fiscal auquel ils souscrivent, donc c'est là où ça devient invraisemblable, c'est-à-dire que vous en avez qui déclarent leurs revenus en bénéfices non commerciaux et d'autres en traitement et salaire. Ceux qui déclarent en traitement et salaire n'ont pas de numéro SIRET, et parce qu'ils n'avaient pas de numéro SIRET, ils ne pouvaient pas accéder à ce fonds réservé aux grandes personnes. Ce qui signifie, Denis, que c'est toute une partie de la population qui n'est pas identifiée. C'est toute une partie de la population qui n'est pas identifiée et qui, surtout, du coup, ce que l'État a dû faire, c'est que dans l'urgence, la plateforme des impôts chargée de donner le bénéfice de cette aide-là n'était pas équipée pour accueillir les personnes qui n'avaient pas de numéro SIRET. Donc, dans l'urgence, l'État a fait appel à ces organisations, à ces établissements publics culturels, donc le CNC, le CNL, pour la musique, j'ai oublié. Voilà. Donc, l'État a fait appel à eux, et ces organismes-là, ne sachant pas identifier les professionnels parmi les artistes-auteurs, ont mis en place des critères qui leur étaient propres. Et donc, on a vu et c'est là où c'est devenu complètement invraisemblable. Je vais parler des scénaristes, puisque j'ai bien suivi le sujet. La SACD s'est vue chargée par le CNC de l'aider à identifier les scénaristes qui avaient besoin de ces aides-là. Mais pour prendre en compte les revenus de référence qui permettaient de savoir s'il fallait leur donner une aide, la SACD a décidé d'exclure les revenus liés à la diffusion et de ne prendre que les revenus liés à la commande. Donc c'est bien qu'il y ait une différence entre des revenus pendant qu'on est en train de créer et des revenus différés. C'est vrai. C'est vrai que les revenus d'exploitation, ils sont en soi vraiment différés. Ils sont vraiment invraisemblable, parce qu'on a un rapport Racine qui dit qu'il serait indispensable de bien faire une distinction entre les revenus tirés de la commande, du travail, et ceux liés de la cession. On nous commande un rapport au CSPLA pour dire « alors, ça vous paraît opportun ?» Et on vous dit « ah non, c'est pas du tout opportun ». Et à côté de ça, la SACD elle-même, au moment de distribuer les aides, dit « ah ben là c'est opportun quand même, là il faut le faire ». Voilà. Donc voilà le caractère invraisemblable. Et donc ce sont des opérateurs privés, puisque les organismes de gestion collective sont des opérateurs privés, qui se retrouvent du coup à faire la sélection des artistes-auteurs pouvant le faire. Et on leur demande tout un tas de justificatifs. Ouais. Donc, il fallait prouver la lettre de refus du producteur. Il fallait... Alors ça, c'était donc côté scénariste audiovisuel. Côté écrivain, il me semble qu'au tout début, et je crois qu'ils ont changé... Il y avait 3 livres publiés, puis il y avait les revenus du conjoint. Après, ça les revenus du conjoint. Donc, c'est-à-dire que là où ça devait être une aide professionnelle, on en faisait une aide sociale. Ouais. Alors qu'encore une fois... on ne demandait pas au patron de café ou à l'architecte ou je ne sais quel autre travailleur indépendant, personne n'était en train de leur demander de venir expliquer si ils avaient un conjoint qui pouvait amortir le choc ou un truc comme ça. Donc on retrouve cette espèce d'infantilisation, je trouve, des artistes-auteurs, puisque en fait, on considère qu'il faut mettre en place des organismes tiers qui vont sélectionner ceux qui ont le droit, ce qui je trouve extrêmement humiliant en fait par rapport au caractère professionnel des artistes-auteurs. Et on a ce caractère complètement invraisemblable puisque, encore une fois, l'État n'est pas en mesure d'identifier les artistes-auteurs exerçant à titre principal et souhaitant exercer à titre principal ce métier d'artiste-auteur, leur métier d'artiste-auteur. Et nous revenons aux premières préconisations du rapport Racine
qui était en fait d'établir cette professionnalité, d'identifier cette partie de la population professionnalisée et de mettre en place des élections professionnelles pour leur permettre d'accéder à une forme de démocratie sociale. Et peut-être pour revenir dans le cœur du rapport, pour réexpliquer ces grandes lignes, on peut passer à la rubrique « Dessine-moi un statut ». Émilie, générique. L'ancien ministre de la Culture Franck Riester avait confié en avril 2019 à Bruno Racine, conseiller maître à la Cour des comptes, une mission prospective sur les mutations que les activités de création ont pu connaître ces 30 dernières années. Le rapport intitulé « L'auteur et l'acte de création » a été remis au ministre le 22 janvier 2020. Salué par de très nombreux auteurs et autrices, ce rapport met à l'index une fragilisation de leur situation et ce dans tous les champs de la création. Le rapport pointe la régression des revenus tirés des activités de création, la confusion des règles juridiques applicables en matière sociale et fiscale, la position dominante des acteurs de l'aval dans les rapports contractuels avec les artistes auteurs et autrices, la faiblesse collective de ces derniers et l'éparpillement de l'action de l'État. Le rapport observe aussi que les artistes auteurs et autrices sont constamment dans l'angle mort des politiques publiques et structurellement consignés dans une position de faiblesse. Il conclut à la nécessité pour l'État de s'affirmer dans son triple rôle de régulateur et garant des équilibres et de promoteur de l'excellence et de la diversité, tout en étant lui-même un acteur exemplaire. Riche de 23 recommandations, il vise à renforcer les artistes-auteurs collectivement et les conforter au niveau individuel en leur reconnaissant une identité professionnelle et cela notamment en tenant compte des critères de professionnalité, en ouvrant le droit de vote à tous les artistes-auteurs et autrices, en organisant des élections professionnelles, en mettant en œuvre des instances de médiation pour dénouer des litiges opposant des artistes auteurs et autrices aux acteurs de l'aval, éditeurs, producteurs, diffuseurs, en créant un Conseil national des artistes auteurs chargé de conduire les négociations collectives, en renforçant la représentation des auteurs au sein du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, en créant un observatoire des métiers de la création, en mettant en œuvre un portail d'information géré par le ministère de la Culture en liaison avec la Direction de la Sécurité sociale et le ministère de l'Économie et des Finances, en s'assurant que tous les organismes de sécurité sociale connaissent les règles applicables aux artistes-auteurs et disposent d'une personne ressource identifiée comme référent, en identifiant enfin les facteurs d'inégalité afin d'en neutraliser les effets. Depuis la publication de ce rapport, un constat malheureux s'impose d'évidence. Rien n'a changé. L'application de ces recommandations aurait eu pourtant le pouvoir de nous rendre plus forts face à cette crise sanitaire et économique sans précédent. Alors, formons le vœu que ce rapport soit mis en œuvre et que les actions soient enfin à la hauteur des enjeux, car il en va de l'avenir de nos métiers d'auteurs et autrices. C'était Dessine-moi un statut réalisé par Mikanki et vraiment très très belle vidéo pour expliquer en résumé ce qu'est le rapport Racine et quelles étaient les principales préconisations. J'aimerais qu'on fasse ce focal sur la professionnalité puisque c'était ça qui était mis au centre et puis sur l'actualité puisqu'aujourd'hui le Festival d'Angoulême est de nouveau sous le feu des projecteurs. Auteurs et autrices en action, donc un collectif d'auteurs et autrices de bande dessinée a décidé de boycotter le festival avec cette demande qui est de dire finalement qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Et on a une question du public qui nous regarde, qui est la suivante. Que s'est-il passé pour que le rapport Racine soit enterré aussi vite? Hors crise sanitaire, était-ce politiquement perdu d'avance? Qui a envie de répondre à cette sympathique question? Moi, l'analyse que j'en fais, en fait, c'est que le rapport Racine avait le gros avantage de montrer tout ce qui allait pas dans la profession, au niveau social, au niveau relation avec les partenaires, au niveau représentativité, etc. Le problème, c'est qu'il mettait tout au même endroit, et donc du coup, tous ceux qui avaient le moindre problème avec l'un de ces différents éléments se sont mis dos à dos pour repousser le rapport Racine, en fait. C'est-à-dire qu'on a à la fois forcément les diffuseurs
qui ne devaient pas être forcément super satisfaits à l'idée que leurs partenaires deviennent plus puissants et des élections professionnelles et s'assoient à la table des négociations pour discuter d'accords transversaux. À côté de ça, on ne devait pas avoir beaucoup de gens très ravis dans les OGC à l'idée qu'une partie de leur trésor de guerre devait être utilisée pour faire monter la puissance syndicale des auteurs. À côté de ça, on a certaines organisations d'auteurs et certaines OGC qui siégeaient à plein d'endroits stratégiques pour les artistes-auteurs, qu'il s'agisse de la retraite, de la GSA, du CSPLA. Tous ces endroits-là où ils siègent, et ils ont été balancés là parce qu'il n'y avait personne d'autre et parce que personne ne les a élus. En fait, on les a choisis, on les a sélectionnés, on les a nominés. Et en fait, le fait qu'on imagine qu'il y ait maintenant des élections professionnelles, ça veut dire que tous ces privilèges-là, toutes ces positions-là, ils risquent d'aller perdre. Et donc du coup, on a coup sur coup les diffuseurs, les OGC et certaines associations d'auteurs qui craignent un peu de perdre leurs privilèges, qui se sont tous ensemble, disent « Oula, le rapport Racine, on va chercher tout ce qui ne va pas et on va dire non sur ça ». Résultat, 3 jours après, le ministre disait « Bon, on a retiré les 3/4 du rapport Racine ». Voilà. Denis, Eugène, une réaction ? Je laisse Denis prendre la parole. C'est bien, je pense que c'est bien expliqué de la part d'Adrien. C'est une analyse lucide qu'effectivement, à la fois des éditeurs et producteurs, exploitants, évidemment, ne pouvaient pas voir d'un bon œil un renforcement des droits des artistes-auteurs qui leur servent de variable d'ajustement dans leurs coûts d'édition ou de production. Bon, ça, c'est de bonne guerre. Des organismes de gestion collective qui ont vu avec beaucoup d'inquiétude 2 choses. Un, l'idée qu'on puisse venir piocher dans leurs réserves financières pour financer des organisations professionnelles. Ça, c'est quelque chose qui, évidemment, les heurtait. Et puis, surtout, la question de la représentativité, qui est une situation complètement taboue aujourd'hui, sur laquelle le ministère est lui-même, et l'État est lui-même dans une situation d'illégalité, j'estime, par rapport à la reconnaissance de la représentativité. Donc il y avait une crainte. Et effectivement, d'autres organisations d'auteurs, puisqu'on s'est aperçu, c'est qu'il existe beaucoup d'organisations qui prétendent défendre les intérêts d'auteurs ou d'artistes-auteurs, mais peu qui ont exclusivement cet objet-là. Beaucoup mélangent différentes objets à leur association, mais des associations ou des organisations qui ne défendent que les intérêts des artistes-auteurs en dehors de toute préoccupation de genre, par exemple. Je pense à des associations qui vont vouloir promouvoir le documentaire ou qui vont promouvoir un certain type de cinéma. Ces organisations-là vont effectivement défendre les intérêts de leurs adhérents, mais défendent aussi autre chose en même temps. Bien sûr. Et donc, tout ça fait que ce rapport Racine, s'il devait être appliqué, aller créer du remous chez toutes ces personnes qui aujourd'hui sont dans des situations de place, et donc ça a créé une énorme machine d'opposition au détriment des intérêts des artistes-auteurs. C'est-à-dire que ce sont les intérêts de ces 3 catégories d'interlocuteurs qui aujourd'hui se répercutent sur les intérêts des artistes-auteurs. Ce qui est très parlant de voir, c'est 2 choses que je retiens dans le discours du ministre 1 mois plus tard, 1 mois après la sortie du rapport. Déjà, la sortie du rapport, c'était pas gagné. Hein. Il a fallu quand même que les organisations se battent et fassent une pression et un lobbying très fort auprès du ministre, en mode, alors comme ça, il paraît qu'on enterre les rapports, mais non, pas du tout, moi j'enterre pas les rapports, vous allez voir, moi je sors les rapports. Donc mais où est-il ? Voilà, donc c'est à peu près ça qui s'est passé, genre, je suis quand même le ministre, je vais sortir le rapport, de quoi vous me parlez, bon. Et une fois que le rapport est sorti, le premier discours, ça a été de dire, c'est pas parce que je sors le rapport que je vais appliquer tout ce que je dois appliquer, ok ? Et 1 mois plus tard, on a le discours du ministre qui nous explique qu'est-ce qu'il va faire. Et alors là, on a ces quelques petites phrases, mais sur les points clés de ce qui était dans le rapport Racine. Il explique, bon, alors sur la représentativité, les élections, écoutez, on va étudier la question dans tous les secteurs où ça pourrait paraître opportun. Alors voilà, c'est quoi un secteur dans lequel c'est opportun
d'imaginer une clarification des règles de représentativité. Là, on sent qu'il y a du politique bien en dessous la petite phrase du discours. Puis on parle pour qui ? Et à certains secteurs dans lesquels c'est pas opportun, tout simplement. Et donc au ministre de clarifier. Et l'autre chose qu'il dit, c'est et quant au financement des organisations professionnelles par les organismes de gestion collective, je n'y suis pas favorable. Voilà, pas de justification. Ce qui est quand même, Et le troisième élément étant de dire, bon, et puis l'histoire du contrat de commande, bon, ok, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'arguments, ça a l'air un peu sérieux. Ils nous ont mis des universitaires un peu costauds dans le rapport Racine, ça va être un peu compliqué. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander au CSPLA de bien nous faire un audit là-dessus, parce que il y a eu 50 experts qui se sont penchés dessus, qui ont dit qu'il fallait faire ça, mais on va quand même essayer d'en prendre un ou deux autres pour voir si on pourrait pas dire le contraire. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Voilà, donc c'est-à-dire que les points clés qui devaient être ceux de comment est-ce qu'on clarifie qui parle au nom des artistes-auteurs et comment est-ce qu'on finance ces personnes qui parlent au nom des organisations d'auteurs, plus le contrat de commande qui consiste à dire on veut la reconnaissance d'une rémunération pour le travail indépendante de l'exploitation. Ces trois points-là qui, à mes yeux, étaient les points fondamentaux de base. Oui. C'est-à-dire si on n'a pas ça, je pense qu'on ne peut pas travailler sérieusement. Oui. On est condamné à faire du bricolage, si vous voulez, sur des fondations qui sont pourries. Et ces trois points-là, en fait, un mois après la publication du rapport Racine, le discours du ministre, à mes yeux, torpillait et annonçait le torpillage de ces dispositions-là. Mais je suis complètement d'accord et de toute façon c'est le sentiment qu'on avait eu quand on est tous sortis de... Je pense que je me souviendrai de toute ma vie à la fois du jour de la sortie du rapport Racine où nous avons été nombreux à verser notre petite larme. C'est vrai, sincèrement, il y avait une émotion profonde et sincère de se dire, mon Dieu, on a été vraiment entendus, ça fait des années, des décennies qu'on s'égosille, enfin, des figures intellectuelles d'autorité sont missionnées pour, en fait, finalement, apporter une analyse objective à ce qui était des ressentis qu'on avait déjà commencé à objectiver par ailleurs. Mais là, il y avait vraiment cette caution intellectuelle et institutionnelle qui voilà, quand il y a une souffrance sociale extrêmement forte, quelque part c'était une façon, pas pour l'État lui-même, mais presque de reconnaître ça et de reconnaître qu'il y avait quelque chose qui fondamentalement n'allait pas. Quand on reprend les termes du rapport, et je me souviens de cette phrase de Bruno Racine qui disait dans Livre Hebdo, les auteurs ne demandent pas la lune. Et c'est vrai, en fait on demande, et le rapport le présente bien, la reconnaissance de droits fondamentaux pour des citoyens et citoyennes à part entière qui ont les mêmes devoirs que tout le monde, mais aujourd'hui qui n'ont pas les mêmes droits que tout le monde. C'est quand même incroyable quand on y pense. Et quand on voit ce travail de détricotage qui a été fait et qu'on voit dans la situation dans laquelle on nous met, on se dit qu'en effet c'est une question de fondation et que le rapport Racine, et c'est là qu'il est extrêmement ambitieux, finalement remettait les fondations à leur place, remettait de l'ordre, de la clarification pour repartir, je dirais, sur des bases saines qui évidemment impliquaient de rééquilibrer des rapports de force. Ça ne pouvait sûrement pas se faire du jour au lendemain, mais c'était en tout cas une démarche. Et aujourd'hui, ce qu'il en reste, on a listé les préconisations appliquées. Écoutez, il y en a 2 qui sont à moitié appliquées sur les 23. Et voilà, et pas forcément, c'est pas celle qui nous intéresse le moins, mais je dirais qu'en fait, la force de ce rapport, c'était qu'il y avait une intrication et une vraie construction entre les préconisations qui faisait que tout allait ensemble quelque part. D'abord, les tâches de la représentativité pour le renforcement de la défense collective et les rééquilibrages pour le renforcement individuel. Donc là, finalement, il reste des bribes et on se retrouve dans une situation qui est devenue assez intenable, il faut bien le dire. Donc c'est quand même une vraie déception. Toi, Adrien, est-ce que tu peux nous parler un peu du côté des adhérents de la charte, le ressenti qui domine ces derniers temps, surtout après tout ce qu'on a vécu avec l'URSSAF ? Je pense que la plupart des adhérents sont à la fois écœurés et épuisés en fait, de ce qui s'est passé. On est à la fois écœurés du fait qu'on a vu un rapport qui prenait vraiment en compte nos spécificités et notre transversalité avec le reste des artistes-auteurs. Quelque chose une sorte de promesse de « Ah, ça y est, on a vraiment vu ce qui posait problème ». Il ne reste plus qu'à apporter la solution et ça n'a pas été fait.
Et à côté de ça, on est épuisé parce qu'on doit continuer en continu j'ai l'impression, à éteindre des incendies avec des dés à coudre. En fait, on passe notre temps à s'occuper des petits trucs qui se passent par-ci par-là parce que l'URSSAF nous avait pas identifiés. C'était dans le rapport Racine, fallait nous identifier, à gérer les différents problèmes qu'il y a sur les impôts, sur ci, sur ça. Toutes ces choses-là auraient pu être réglées si le rapport Racine avait été appliqué dans la foulée, en fait. Et on continue à mettre des petits pansements sur des jambes de bois parce que ça marche pas, parce que vous comprenez, c'est compliqué, parce que politiquement on a du mal, parce que il y a des gens qui sont pas d'accord. Résultat, ceux qui en souffrent le plus, c'est les auteurs, c'est les adhérents, c'est les créateurs, ceux qui sont à la base de toute l'industrie créative et qui s'épuisent, aussi bien les auteurs qui s'épuisent dans leur métier, qui s'épuisent à essayer de faire valoir leurs droits, qui s'épuisent à créer dans des conditions de plus en plus misérables, et les représentants des auteurs, qui, comme vous et moi, qui essayons de faire avancer les choses et qui utilisent leur propre énergie, leur propre temps bénévole pour faire avancer les choses, pour aider les autres. Et là encore, avec l'impression que rien n'avance parce que rien n'a été pris en compte, rien n'a été pris en considération, tout a été abandonné. Et on se retrouve complètement démunis vis-à-vis de ça, je pense. Et d'autant plus, pour rebondir sur ce que tu dis, Adrien, c'est vrai que je me souviens, donc il y a un an, quand le rapport Racine est sorti, nous avons été certains à déjeuner, dont je faisais partie, avec le président de la République à Angoulême. Et donc nous étions en présence aussi d'éditeurs, du syndicat national de l'édition. Et la première chose que j'ai dite, Bruno Racine était présent également, c'est que j'étais enceinte, puisque j'étais enceinte de 4 mois. Et j'ai dit au président de la République, vous savez, je pense que je n'aurai pas mes indemnités maternité comme beaucoup de femmes artistes, auteurs et autrices. Et l'une des phrases du président de la République, c'était de dire, au moins, même pas sur les sujets polémiques, parce qu'à la limite, le rééquilibrage avec les éditeurs, je puisse comprendre qu'on ne veuille pas prendre trop de risques. À la limite, imaginons. Sur ces sujets sociaux, le président a promis et s'est engagé sur le fait que ce serait réglé. Cas personnel, mais voilà, j'ai mis 5 mois avant de toucher mes indemnités et je ne suis pas du tout un cas isolé. Je veux dire, c'est la norme de se battre en permanence pour tous les droits sociaux élémentaires, puisque de fait, nos interlocuteurs ne nous considèrent pas non plus comme des travailleurs, même si c'est inscrit. C'est-à-dire qu'on est dans un double problème et de représentation romantisée et de méconnaissance administrative de notre régime et je dirais de dysfonctionnements gravissimes qui ont 50-60 ans d'histoire du fait que finalement c'était un peu les bricolages fous. À ce propos et pour terminer notre première table ronde, le rapport Racine il a mis en exergue une chose aussi que d'autres rapports avaient fait avant mais ça avait fait moins de bruit, c'est le scandale AGSA. Et là-dessus, est-ce que Denis, tu pourrais nous en dire 2 mots parce que le rapport est très clair et ça a quand même permis de médiatiser le sujet et pour beaucoup d'auteurs et d'autrices, hélas, de se rendre compte de leur grave atteinte à leurs droits. J'ai envie de répondre en peut-être faisant le récit de la manière dont j'ai découvert le scandale. Oui. Parce que je pense qu'il est assez révélateur et je pense qu'il va permettre d'éclairer pas mal des personnes qui nous regardent. Quand je suis arrivé donc, à la Guilde en 2017, à l'époque, quand j'avais pris mes fonctions, j'ai entendu parler d'énormes difficultés au niveau des retraites à venir des scénaristes, liées au fait que nombre de scénaristes n'auraient pas fait l'affiliation qu'ils auraient dû faire. Et donc l'idée qui était un petit peu derrière, c'était la cigale et la fourmi, c'est-à-dire ah bah oui, mais les artistes, dès qu'il s'agit de faire des affiliations à la GSA, c'est tout de suite compliqué. Alors il y en a plein qui ne l'ont pas fait parce qu'en fait c'était pas obligatoire. Donc payer des cotisations de manière volontaire, ça les intéressait pas trop. Mais on a mis en place un système pour éventuellement pouvoir racheter les annuités de retraite qu'on n'a pas cotisées parce qu'effectivement il y a une grosse casse. Et donc le récit collectif qu'on me donnait à l'époque, c'était il est de la responsabilité des artistes-auteurs dès lors qu'ils touchent plus de 900 fois le SMIC, c'est à peu près 9 000 € par an aujourd'hui, dès lors qu'ils touchent plus de 9 000 € de droits d'auteur par an, il est de leur responsabilité à eux d'aller volontairement s'affilier pour payer eux-mêmes leurs cotisations de retraite. Et s'ils ne le font pas, eh bien, ils seront bien dépourvus, comme dans la fable de La Fontaine. Voilà. Donc ça, c'était l'idée.
Et puis, lors des premières concertations qu'on avait commencé à avoir, quand ça devenait le bazar au niveau du transfert des cotisations, du recouvrement des cotisations d'AGSA, il y avait une femme qui s'appelle Catherine Louineau, du CAP, du Comité des artistes-auteurs pluridisciplinaires, et qui n'arrêtait pas d'invectiver systématiquement les interlocuteurs du ministère par rapport au scandale que ça représentait, et au fait qu'il allait bien falloir faire quelque chose là-dessus. Et tout le monde, les organisations, et moi le premier, on trouvait qu'elle parlait quand même vachement durement, et puis tout le monde vivait avec l'idée de dire « Ah oui, mais en même temps, c'est aussi un peu de leur faute. Ils n'ont pas fait la démarche de s'affilier, tous ces gens-là. » Donc, il y a un moment où c'est compliqué de ne pas respecter la loi et de venir se plaindre après. Et il y a eu ce rapport Racine qui, du coup, a vraiment creusé le sujet. Et quand je l'ai vu arriver, le rapport Racine, je me suis dit « Oh là là, mais en fait, il y a un truc énorme qui se passe avec cette histoire-là. C'est-à-dire que l'histoire qu'on m'a racontée n'est pas du tout la bonne, en fait. » Et effectivement, ça, c'est ce qui a conduit au document qu'on a publié l'année dernière à la Guilde, qui s'appelle le scandale AGSA, 40 ans, le récit de 40 ans de défaillance, puisqu'en fait, le rapport Racine, plus l'intervention de Catherine Louineau qu'on avait pu avoir, m'ont donné, entre guillemets, une pelote de fil à tirer, qu'on a tiré, et en fait on s'est aperçu que l'idée qui était de dire que c'était aux artistes-auteurs de devoir obligatoirement faire l'effort de s'affilier est illégale. Il est faux, c'est-à-dire qu'on a maintenu, et c'est bien pour ça que je parle de qui est représentatif parmi les organisations d'auteurs, puisque ce discours-là a été relayé par quasiment toutes les organisations d'artistes-auteurs qui se prétendent représentatives et qui se prétendent défendre les intérêts des artistes-auteurs. Donc on a des organisations d'artistes-auteurs qui se prétendent défendre les intérêts d'artistes-auteurs et qui pendant 40 ans ont relayé un discours illégal, faux, pour des basses préoccupations financières liées à l'impossibilité qu'avait l'AGSA matériellement et financièrement d'aller faire les appels elle-même et d'aller chercher elle-même les cotisations. Et donc, mais plutôt que d'admettre le fait qu'il y avait une problématique financière que l'État ne voulait pas gérer, on a reporté cette culpabilité-là en fondant un discours basé sur cette fichue fable de la cigale et de la fourmi, au motif de c'est à vous de faire le travail qu'on ne peut pas faire, et si vous ne le faites pas, ne venez pas vous plaindre. Voilà. C'est fou parce que moi je me souviens à l'époque, on a tous été dans ce cas de figure, où en fait si on allait sur le site de l'AGSA, comme c'était marqué que c'était un particularisme pour nous et qu'il fallait faire cette démarche, ça ne vient à l'idée de personne de se dire qu'un site où il y a marqué sécurité sociale artiste-auteur va nous donner une information illégale. Enfin je veux dire, c'est pas possible. Et en fait le plus fou, c'est qu'aujourd'hui on a l'impression que de dire le droit applicable pour nous est impossible parce que le politique l'emporte en fait sur le droit. C'est très bizarre. Et d'ailleurs, c'est ça qui a conduit à ces drames sociaux. C'est-à-dire que quelque part, avoir mis les artistes, auteurs et autrices en dehors des clous, en dehors des règles de droit commun, c'est ce qui nous a mis dans la gravité, en fait, dans être hors des radars, n'être jamais identifié, être toujours dans du bricolage. Et je pense que ça, c'est un sentiment fondamental qu'on partage tous. Et c'est pour ça que quand je disais, moi, j'ai pleuré en lisant le rapport, c'est que j'ai eu la sensation de la reconnaissance institutionnelle d'un grave préjudice que je ressens confusément depuis 10 ans, en fait. C'est-à-dire depuis que j'ai commencé ce métier, et je pense qu'on le partage, on sait qu'il n'y a jamais rien de normal. Vous voyez ce que je veux dire ? On démarre un truc, et il y a toujours quelque chose qui bug, ou qui ne va pas, ou qui ne fonctionne pas. Oui. Vous voyez, c'est ça. Bon, on va passer du coup à la rubrique suivante. Je voulais vraiment vous remercier, Denis, Eugène et Adrien. Alors, Denis, tu restes avec nous, hein, Denis Goulette. On a un autre Denis qui arrive, Denis Bajin. Puis Eugène et Adrien, vraiment, merci beaucoup. Et puis, on va se laisser pour Ma vie, mes œuvres. Émilie, générique. Bonjour, Christopher Leston, scénariste de bande dessinée. Bonjour, je m'appelle Audrey Alouette, je suis romancière et scénariste de bande dessinée depuis maintenant bientôt 14 ans.
Je m'appelle Isabelle Bautian, je suis romancière, scénariste de BD et traductrice. Ce que j'ai pensé du rapport Racine quand il a été publié, c'est enfin de véritables universitaires qui faisaient un travail de recherche sérieux, qui avaient rassemblé une quantité de données absolument démentielles. Pour une fois, c'était pas une petite mission qui se contentait de gratouiller vite fait la surface et de rassembler 3 données qui donnaient un résultat erroné parce qu'elles étaient insuffisantes. C'était pas non plus des gens qui étaient là pour se mettre en avant de façon institutionnelle pour après essayer de faire avancer leur carrière. C'était pas non plus des gens qui avaient été pilotés par des lobbies, quels qu'ils soient, pour faire entendre pour mettre en avant les résultats qu'ils désiraient. C'était un vrai travail de recherche. Ça faisait des années que toute la profession le réclamait, y compris les éditeurs d'ailleurs. Alors moi, à la publication du rapport Racine, j'étais vraiment heureux. Les problématiques des auteurs avaient été abordées clairement sous tous les aspects. Une commission qui avait pris la peine de vraiment comprendre où étaient les problèmes, et à 99%, ces préconisations permettaient d'espérer des grands et bons changements. Alors, quand le rapport Racine est sorti, j'ai eu des sentiments, on va dire, ambivalents, parce que d'un côté, j'étais impressionnée par l'exhaustivité du travail, et de l'autre, je me disais, la vache, on en est encore là, parce que, bon, même s'il y avait des mesures qui pouvaient faire débat, il y en a quand même beaucoup qui consistaient juste à pas traiter les auteurs comme de la fange, en fait. Et du coup, quelque part, j'avais de l'espoir, parce que je me suis dit, au moins ces trucs de base, ça va passer. Ce serait pas logique si ça passait pas. Alors, il y a plusieurs mesures que je trouve fondamentales dans le rapport Racine, mais si je devais en retenir qu'une, je pense que ce serait le fait d'élire nos représentants, parce que je pense que c'est à la base de tout le reste, c'est la base de la discussion. Là, la situation est telle qu'on élit nos représentants dans ce qu'on appelle les sociétés de gestion, c'est-à-dire les gens qui gèrent nos sous, mais on n'élit pas nos représentants syndicaux, ce qui est complètement dingue. Ça pose des problèmes de moyens, ça pose des problèmes de représentativité, ça pose des problèmes de conflit d'intérêts parfois, ça pose des problèmes d'épuisement tout simplement des bénévoles, et c'est du déni de démocratie tout simplement. Ce qui contient, c'est la reconnaissance du métier d'auteur à travers 3 grands axes: la rémunération, la protection sociale, sécu, retraite, et la représentation professionnelle. Alors ça, la représentation professionnelle, ça a l'air d'un point technique, mais en fait c'est crucial parce que c'est ce qui va déterminer la possibilité d'évoluer sur les 2 autres points. Or, il faut savoir que nous sommes le seul métier à ne pas avoir des élections professionnelles libres. Ouais, la France, patrie des droits de l'homme, démocratie, pays de culture, etc., pas d'élection pour les auteurs. Ce qui au passage est illégal, mais ce gouvernement, comme tous les autres avant lui, s'en fout. Clairement. Et ceux qui parlent en notre nom, on ne les a pas choisis pour ça. Ce sont des gens qui ont leurs propres intérêts, comme des sociétés de gestion de droit, la SOFIA, la SACD et autres, ou des organisations qui s'imposent parce qu'elles sont là depuis longtemps, mais sans vraie base représentative quantifiable. Ils sont tous contre des élections libres, bien sûr, qui pourraient remettre en cause des petits privilèges personnels, et ils ont fait un gros lobbying pour l'enterrement du rapport. Alors, si je trouve particulièrement important que le métier d'auteur soit reconnu, c'est parce que c'est aussi un enjeu de société. Un métier, ça veut dire que chacun peut en vivre décemment, qu'il n'y a pas besoin de venir d'un milieu privilégié pour écrire, alors que beaucoup de gens, des éditeurs, on les a pas mal entendus ces derniers temps, n'hésitent pas à affirmer que les auteurs devraient avoir un autre boulot, un vrai métier, et écrire à côté. Ils sont dans cette vieille image de l'écrivain diplomate St. John Perse, Claudel et compagnie. Mais qu'est-ce que ça dit des auteurs? Que seuls des gens issus de milieux favorisés peuvent se livrer à l'écriture. Que la parole vient d'une fraction de la société, dont je fais partie, moi le premier, mâle blanc de plus de 50 ans, fils de prof, ancien journaliste. Si j'ai pu faire des études supérieures et passer la barre des premières années de galère dans l'édition, c'est parce que ma famille avait les moyens de l'aider, de m'aider. Et ça, c'est très injuste. Tout le monde devrait avoir sa chance, d'où qu'ils viennent. Et ça passe par un vrai statut équitable
pour les auteurs? La mesure que je retiens du rapport Racine, c'est les 10% minimum pour les droits d'auteur. Je sais que c'est une mesure qui a d'ailleurs été appliquée en Allemagne depuis maintenant quelques années et qui fait que le marché de l'édition en Allemagne est absolument florissant. Il faut voir aujourd'hui que quand on vise l'international, quand on est un auteur français qui a un peu de succès, c'est le marché allemand qu'on vise en premier. Le marché allemand va très bien à l'heure actuelle et j'aurais bien aimé qu'en France on rattrape ce marché-là. Mais 10%, c'est aussi ce qui est le chiffre minimum pour un auteur qui souhaite vivre à peu près correctement de son travail. Là, je vais m'appuyer sur mon propre exemple. À titre personnel, j'ai fait un roman, jeunesse, un gros roman, qui m'a demandé un peu plus d'1 an de travail. J'y ai mis une quantité de travail absolument démentielle. Ce roman est sorti avec un éditeur que j'aime beaucoup et avec lequel je m'entends merveilleusement bien. Mais voilà, je suis à 8% et le roman s'est très bien vendu. Mon premier relevé de droits affichait 16 000 ventes, je crois. Et là, j'ai reçu mes droits et j'ai calculé que pour plus d'1 an de travail avec une quantité de travail lourde, c'est-à-dire pas les 35 heures, hein, eh bien j'étais payée le SMIC une fois que j'avais déduit mes cotisations sociales. Donc là je me suis dit, d'accord, j'ai 14 ans de métier, j'ai vendu bientôt 1 million de livres, ce livre-là de la bouche même de mon éditeur s'est très bien vendu, j'ai un master en littérature, donc j'ai à peu près toutes les qualifications possibles et je me retrouve au SMIC. Alors heureusement, j'ai les droits qui me viennent de la bande dessinée, droits que sont actuellement en train d'essayer de détricoter les éditeurs jeunesse qui entrent dans la bande dessinée. Alors l'édition de la bande dessinée va très très bien, elle est dans un état de santé bien meilleur que le mien. Et actuellement, les auteurs de bande dessinée démarrent entre 8 et 12%. Et les éditeurs jeunesse sont en train d'essayer de faire baisser ces tarifs entre 6 et 4%. Donc là, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on va vers une paupérisation de la profession assez galopante, aussi du côté des auteurs de BD. Quoi qu'il en soit, moi je ne sais pas quoi faire, parce que j'aimerais continuer à faire des romans qui se vendent très bien, mais je ne peux pas continuer à être smicarde, d'autant plus que j'ai un autre problème, c'est que je ne peux pas écrire plus vite, et je ne peux pas travailler plus. Pourquoi je ne peux pas travailler plus? Parce que j'ai essayé de le faire, j'ai travaillé pendant plusieurs mois jusqu'à 3h du matin tous les jours et j'ai fait un burn-out où je suis tombée et où j'ai dû garder le lit pendant 15 jours. C'était au mois d'août dernier, je suis encore en train de m'en remettre, je suis en arrêt maladie, encore à l'heure actuelle. Et ça c'est encore un problème, c'est que j'ai beau cotiser à la sécurité sociale depuis maintenant bientôt 14 ans, comme je n'ai pas de reconnaissance de mon métier, la sécurité sociale qui donc a pris mon argent du temps où je pouvais payer, aujourd'hui ne me verse pas mes droits d'assuré maladie. Je ne touche donc rien depuis que je suis en arrêt maladie, bien que j'ai rempli les papiers. Voilà, je n'ai pas touché 1 centime depuis que je suis tombée pour burn-out parce que ma profession n'est pas reconnue. Nous sommes de retour après ce Ma vie, mes œuvres très dense et très complet. Alors Audrey nous a parlé de son burn-out, donc c'est un sujet qu'on a abordé lors des précédents vidéos live, la question de la souffrance professionnelle, de la non prise en compte de ça, des non-recours aux droits sociaux. Donc Audrey, accroche-toi et si tu as besoin de l'assistance de la Ligue pour obtenir tes indemnités, vous savez que nous saisissons au cas par cas avec la médiatrice de la Sécurité sociale les cas des adhérents comme celui-ci, en espérant qu'à force de harceler toutes les CPM, et voilà, on finira par comprendre ce qu'est le régime artiste-auteur. Et puis Christophe Arleston nous parle aussi de la forme de ségrégation sociale et en tout cas du manque de diversité dans nos secteurs du fait de la complexité d'entrer dans ces métiers et de faire une carrière. Nous sommes rejoints par Sophie, alias Mia. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Qui est dessinatrice, et aussi Denis Bajram, que je ne vous présente plus, qui est là pour les états généraux de la BD. Bonsoir.
Bonsoir. Pour démarrer dans le vif du sujet, on s'est dit que ce serait pas mal, Denis, que tu nous fasses, alors Denis B, puisque c'est vrai qu'il y a 2 Denis là, on va faire attention, un petit historique par rapport aux états généraux de la BD, parce que je dirais que le rapport Racine, c'est un peu l'aboutissement des premières graines qu'avaient semées les états généraux de la BD il y a de ça plusieurs années. Je dirais, pour être précis, que c'est l'aboutissement de l'augmentation de la retraite complémentaire par l'Europe. Ouais, c'est-à-dire ce truc a fait exploser le milieu de la bande dessinée, et d'autres après, mais en l'occurrence particulièrement dans le milieu de la bande dessinée. Et c'est à ce moment-là que nous, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de culture, qu'on ne connaissait pas en fait les auteurs de bande dessinée, qu'on n'avait pas de statistiques, qu'on ne connaissait rien sur eux, et qu'avec Benoît Peters et Valérie Mangin, on s'était dit il serait temps d'étudier ça. Donc c'est une des racines fortes des EGBD, et on a mené cette étude. Donc je pense qu'on a dû créer les EGBD. C'est 2014, l'été du rap. On a dû créer les EGBD, les lancer tout début 2015 au Festival d'Angoulême. On a eu le rapport l'année suivante en 2016. Et là, ça a été un peu le choc, parce que ce qu'on pouvait dire jusque-là, les difficultés, etc., d'un seul coup, elles ont été chiffrées, elles ont été claires. Et ça a été un choc pour les auteurs déjà, parce que je pense que beaucoup savaient qu'ils étaient en difficulté, mais ils ont découvert que c'était systémique. Qu'en fait, ils n'étaient pas les mauvais canards incapables de gagner leur vie, mais qu'en fait, c'était ce métier qui générait ça, et que cette dureté, elle était globale. Et puis, ça a été un choc chez les institutions, parce qu'il faut être honnête, il y a quand même eu beaucoup de réactions. Autant, je vais dire que beaucoup d'éditeurs ont fait comme si de rien ne se passait, voire on niait la réalité de ce que révélait cette enquête. C'était quand même 1500 auteurs, hein, donc on était dans des résultats hyper solides par rapport à une profession qu'on compte sans doute 2 fois plus, ou 2 fois et demi plus, grand maximum. Et voilà, le ministère a réagi quand même fortement, etc. On a le rapport Lungheretti qui se construit face à ça. Pierre Lungheretti, qui dirige la Cité de la bande dessinée Angoulême, qui a accepté une mission bénévole qui a abouti à un rapport l'année d'après, qui a dû être présenté au Festival d'Angoulême. C'était quelle année? C'était 2018, 2019 voyons, je vais revoir. On doit être en 2019. C'est janvier 2019. On doit être 2019. Ouais. Donc voilà, c'est la première grande conséquence politique, j'allais dire, de ce que révèlent les états généraux de la bande dessinée, et on doit être 2 ou 3 mois maximum avant que le ministre annonce la mission Racine. Sachant que nous, entre-temps, il y avait eu la prise de conscience que le problème, il n'était pas un problème de bande dessinée, puisqu'on était rentré en contact avec la charte, on a eu commencé à avoir nos grandes discussions, Samantha était présidente à l'époque, et puis avec d'autres, on s'est rendu compte que le problème, il était auteur à l'époque. On n'avait pas encore identifié pleinement artiste-auteur. C'est quelque chose qui nous a apparu pendant les débuts donc on a proposé de créer cette espèce de fédération informe qui était au départ la Ligue, et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à comprendre, en discutant entre autres avec la Guilde des scénaristes, avec plein de gens, que le problème, il s'élargissait, que c'était les auteurs, tous les auteurs, les artistes-auteurs, etc. Et en fait, quand nous, on avait été rencontrer le ministre de la Culture, on lui avait demandé une mission sur les auteurs, et pendant la discussion, déjà avec le ministre, s'imposait la problématique artiste-auteur, et on avait dit très bien, si vous faites quelque chose, en effet, faites les artistes-auteurs. Et la mission Racine, c'est le résultat de cette forte demande qui avait été portée par la Ligue à l'époque. Donc on voit qu'il y a un chemin en fait qui démarre au rap, et qui surtout se concrétise à partir du moment où la vérité de notre situation est dite. Chose qui en fait n'était jamais dite. Moi je me souviens... Elle est dite de façon indépendante. C'est vraiment les auteurs eux-mêmes qui ont mené leur enquête. Je me rappelle toujours de cette réunion où on était au ministère, au moment où on a commencé à révéler ces chiffres, et où au ministère de la Culture, beaucoup de hauts fonctionnaires se sont excusés à ce moment-là de ne pas avoir compris que les auteurs de bande dessinée étaient massivement des professionnels. C'est-à-dire que c'était une révélation au sein du ministère de la Culture, alors que c'est un des métiers les plus professionnalisés de la création depuis longtemps. Et en fait, ce qui est formidable, c'est qu'on nous crée la GSA, qui est en tant que professionnel, et à côté il y a une dénégation en fait dans les têtes de tout le monde du fait qu'on soit des professionnels. On est des artistes, on est des idéaux, on est tout ça, et à ce moment-là je pense qu'on a allumé une mèche en effet qui a explosé chez les auteurs, chez les institutions, etc. Mais même si aujourd'hui on s'aperçoit que l'explosion elle a été enfermée dans une zone étanche pour qu'elle ne contamine pas les autres apparemment. Je crois que c'est très bien résumé, et c'est vrai que les états généraux de la BD, c'est assez fou de se dire qu'il ait fallu qu'il y ait une poignée d'auteurs et autrices qui s'accompagnent d'experts pour eux-mêmes monter leur propre étude, pour eux-mêmes s'emparer de leurs problématiques. C'est finalement ce qu'on a fait avec la Ligue aussi, hein. C'est nous-mêmes, auteurs, autrices, de notre quotidien, on y va. Quand on parle de représentativité, nous c'est nos vies en fait. C'est quand même fou que les personnes dont c'est la vie
quotidienne, le métier ne puisse pas avoir voix au chapitre, justement. On est obligé de pondre des études dignes d'études à 100 000 euros du ministère pour qu'on commence à nous écouter. Même si en l'occurrence on les fait avec quelques milliers d'euros juste pour pouvoir payer les étudiants d'HEC qui gentiment nous font tout le travail statistique quoi, mais voilà, on se rend compte qu'en fait il a fallu qu'on déploie mais un truc délirant pour qu'on commence simplement à nous écouter et qu'en face on commence à prendre juste conscience de début du commencement de nos réalités, parce qu'ils sont très loin d'avoir compris nos réalités, parce qu'autrement, ils seraient en panique quand on leur rapporte ce qui se passe avec l'URSSAF aujourd'hui. Ils seraient en panique, parce qu'en fait, c'est en train de détruire nos métiers, ce qui se passe en ce moment. Et s'ils avaient pleinement conscience que c'est le quotidien d'un auteur, ils seraient en panique en voyant ce qui se passe, quoi. Je suis complètement d'accord. Donc Sophie, alias Mia, l'année dernière, on était ensemble à Angoulême. Tu faisais partie d'ailleurs des auteurs et autrices qui avaient manifesté. Tu as aussi participé à toutes les réflexions qui ont eu lieu communes sur ces sujets. Est-ce que tu peux nous parler, toi, de ta vie, de ta carrière, de où tu en es aujourd'hui et de ce que ce rapport Racine a représenté pour toi? Alors moi, j'ai commencé ma carrière en 2006. Donc ça commence... voilà. J'ai commencé avec un contrat d'édition dans le manga, donc je suis rattachée en fait à la bande dessinée, voilà, mais, sauf que le style c'est style manga. Et du coup, par la suite, j'ai pas fait que ça parce qu'un auteur c'est pas que soit de la BD, mais souvent on fait aussi d'autres choses. Donc je suis aussi illustratrice. Donc par la suite, j'ai travaillé pas mal dans la communication visuelle. Même pour du jeu vidéo ou même pour du prêt-à-porter. Donc ça peut aller sur plein de choses différentes. Et en 2015, donc j'ai re-signé un contrat d'édition, de nouveau en manga, avec une scénariste peu connue qui s'appelle Samantha Bailly, n'est-ce pas? Et du coup, en fait, en 2016, je suis tombée enceinte. Voilà. Donc, en 2017, j'ai eu ma fille en plein milieu d'un contrat d'édition qui était prévu d'une série qui était prévue pour 3 tomes. J'ai pu avoir mes indemnités parce qu'une amie autrice m'avait dit qu'on pouvait avoir des indemnités. Donc là aussi, on n'est pas vraiment renseigné. Enfin, moi, à l'époque, en tout cas, déjà, j'étais pas trop au fait de tout ça. Donc, c'est on va dire en parlant avec d'autres personnes que j'ai appris que je pouvais avoir mon congé maternité. Donc merci à cette personne qui m'a dit tout ce qu'il fallait faire et donc je suis allée, j'ai pu récupérer mes indemnités, pas tout de suite, mais je les ai récupérées. Mais souvent je me dis, en fait ça m'a aidé à vivre 3 mois, mais derrière j'ai 3 ans de galère quoi. Parce que le fait, voilà, donc c'est le fait d'avoir un enfant au milieu d'une série, ça crée pas mal de problématiques. Et puis donc le dernier tome de ma série est sorti pour Angoulême, de notre série Samantha, à Angoulême 2020. Et au même moment finalement que la sortie du rapport Racine. Donc cette fin de série, c'était un peu pour moi il y a eu quand même beaucoup de problématiques liées à ma grossesse et à ce travail simultané. Et finalement, le rapport Racine, quand il est arrivé, c'était presque un soulagement pour moi en fait, de dire en fait qu'il y a vraiment des gens qui sont là pour étudier mon cas, ma problématique. Je suis pas toute seule. En fait, c'est ça. J'ai eu le sentiment de plus être toute seule et en même temps ça m'a fait aussi repenser sur aussi mon implication, c'est-à-dire qu'il y a un moment, oui, on se laisse pas mal porter aussi. Nous, notre travail, c'est dessiner, c'est de créer et il y a un moment, il faut peut-être aussi qu'on s'intéresse à toutes les institutions qui nous entourent. Alors c'est pour ça aussi que le rapport Racine, ce qui me semble important dedans, c'est quand même le fait d'avoir une représentativité, parce que c'est pas notre métier. Nous, notre métier, c'est créer, dessiner. Il y a des gens qui parlent très bien et qui savent bien mieux que nous défendre nos intérêts. Nous, on peut juste constater de notre vie au quotidien, de nos difficultés. Et ces personnes-là qui ont les clés, eux,
qui fassent le travail de nous représenter et de nous aider à travers ça. Et il me semble que le fait de pouvoir voter pour ces personnes-là, c'est déléguer en fait nos problématiques que nous on n'est pas capable en fait de. Enfin voilà, moi je suis très mauvaise pour me défendre, voilà, et défendre mes intérêts. Donc voilà, d'avoir des gens de qualité qui nous représentent. Et nous, ce qu'on peut faire, c'est voilà, de réfléchir à tout ça et de voter pour ces personnes-là. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un peu tout ce qui mes réflexions. Donc en fait, ce rapport, moi, il a été un moment j'ai l'impression que voilà, il m'a soulagée un peu en me disant tout ce que j'ai traversé, en fait, il y a peut-être des raisons pour ça, et ça vient peut-être pas que de moi, en fait. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui bougeait. Donc du coup, comme je vous disais, j'ai commencé en 2006 et donc ça fait 14 ans à peu près. Et j'ai l'impression que ça fait 2-3 ans qu'il y a des choses qui bougent en fait. Et qu'avant, il ne se passait rien du tout. Et je n'étais même pas au fait de tout ça. Donc ça a donné un soulagement et un espoir. Voilà. Donc, et vous dites depuis tout à l'heure... il est plus ou moins enterré, mais le fait aujourd'hui qu'on en parle prouve bien qu'il n'est pas du tout enterré et qu'on va pouvoir, dans l'avenir, puiser tout un tas de choses dedans pour justement défendre nos intérêts, voilà, et puis de réencadrer notre métier, quoi. C'est vrai qu'il est enterré politiquement, mais alors c'est Marc Lisano, qui est un illustrateur, qui a fait une illustration pour les vœux de la charte qu'on a reçu. Si vous êtes adhérent de la charte, si vous êtes auteur-autrice jeunesse, adhérez à la charte. On a reçu, en fait, il a fait un petit personnage avec le rapport Racine à la poubelle, avec un compost et des petites plantes qui repoussent. Et c'est vrai que ce qu'on peut tirer de ça, c'est que même s'il a été détricoté, voilà, politiquement, il a créé. Moi, j'ai jamais vu ça dans ma carrière. Ce moment où on a été 3000 à signer en 48 heures une tribune dans le monde de créateurs de plein de métiers différents pour dire mais on le soutient ce rapport, ça fait 140 pages. J'ai jamais vu autant de mes collègues qui lisaient. Je veux dire, un rapport de 140 pages, c'est quand même assez aride pour beaucoup d'entre nous. On n'a pas forcément envie de voilà, et qui disaient mais j'ai lu, et j'ai vraiment non seulement j'ai compris, mais je me suis senti compris. Enfin, je veux dire, c'est quand même important. Donc, je crois que tu as raison. Je crois que c'est le ciment de quelque chose. Et si ces fondations ne sont pas portées politiquement, on peut nous, en tout cas, là sur le terrain, continuer à les renforcer. Il y a beaucoup de questions dans le chat. Ah pardon. Non, juste pour dire qu'il y a quand même des moments, on peut le dire, qu'entre nous, quand on discute, après tout le travail qui a été accompli, on déprime un petit peu de la faiblesse des résultats concrets. Mais en même temps, on s'en rend compte qu'en effet, ça sème des idées. Et c'est des vérités. Le rapport Racine, c'est des vérités. Et ces vérités, on peut faire ce qu'on veut pour les enterrer. Elles ont été dites alors qu'elles n'avaient jamais été dites avant. Et à partir du moment où elles sont dites, la vérité, elle finit toujours par ressurgir par la fenêtre alors qu'on l'a mis dehors par la porte, etc. Donc moi, je ne suis pas inquiet. Le problème, la seule inquiétude, c'est si ça met 10 ans à ressortir, où sera-t-on dans 10 ans? Voilà. Est-ce que nos métiers peuvent résister encore 10 ans à cette lente érosion qu'on ressent tous? Voilà, elle est là la question. Mais dans le fond, ces idées-là ne peuvent que gagner parce que c'est la réalité. C'est ce que nous sommes. Mais c'est vrai que les résistances sont nombreuses et fortes. Et à ce propos, il y a une question dans le chat. Que pensent nos invités de la mission Flash qui a dit qu'en résumé, tout allait bien pour les auteurs? Alors Denis, peut-être Goulette, tu as étudié la mission Flash? À peine, parce que ça me paraissait tellement télécommandé et téléguidé justement pour venir torpiller le rapport Racine. C'est une mission qui a été décidée, on ne sait pas trop comment. La nomination des rapporteurs, on n'a pas non plus trop connu et compris pourquoi est-ce qu'ils avaient été nommés, ces rapporteurs-là. La concertation a duré 15 jours contre 8 mois pour le rapport Racine. Elle a réuni 2 parlementaires qui ne sont pas des spécialistes ou des experts, qui sont des parlementaires,
contre 50 experts et 50 spécialistes au niveau du rapport Racine. Et on a eu des conclusions qui allaient toutes dans le sens des trois acteurs culturels dont Adrien parlait tout à l'heure, à savoir, on a eu tous les arguments des organismes de gestion collective, des producteurs et éditeurs et des associations en place qui mélangeaient un petit peu le culturel, la défense des auteurs et qui n'avaient pas envie que ça bouge. Et tous les arguments qu'on nous avait opposés par ces acteurs-là suite à la publication du rapport Racine se sont retrouvés avec des opinions. Pour moi, c'est un rapport parlementaire dans lequel il y a beaucoup d'opinions. On explique que ça serait extraordinairement dangereux pour la liberté de création, par exemple, des scénaristes, d'encadrer la commande ou de rémunérer la commande indépendamment de l'exploitation, parce que comment est-ce que, grand Dieu, est-ce qu'ils pourraient respecter leur liberté de création, vous comprenez, sans du tout se poser la question que les réalisateurs sont salariés des productions et que ça leur pose aucun problème, sinon ça se saurait, pour avoir leur liberté de création. Donc voilà, différentes opinions comme ça exprimées là-dessus. Voilà, c'était pour moi un premier rapport qui avait pour objectif de donner des arguments aux opposants du rapport Racine pour le torpiller. Oui. Le deuxième rapport étant celui du CSPLA sur le rapport de commande. Voilà, ça a fait partie d'une campagne, on peut le dire. D'une campagne pour contrer ce rapport Racine. Voilà, et qui va jusque parlementaire. Voilà. Et effectivement, je ne vois pas comment est-ce qu'il est possible de mettre en comparaison un rapport qui a mis 8 mois avec 50 experts, tous domaines confondus, et un rapport qui a été fait en 15 jours par 2 parlementaires et qui n'ont même pas interviewé toutes les organisations qui avaient été interviewées par le rapport Racine. Oui, voilà je me souviens des paroles des parlementaires, ils ne connaissaient déjà même pas juridiquement notre régime de sécurité sociale, donc on voyait qu'il y a beaucoup de superficialité dans l'appréhension des sujets. Alors il y a d'autres questions, j'essaie de prendre les questions du chat parce que c'est un peu l'occasion. Quelles sont les 2 préconisations sur les 23 qui sont en cours de mise en place? Alors il y en a 2. D'abord, la première, c'était sur l'harmonisation des revenus principaux et accessoires, je dirais sur la révision du périmètre du champ du régime, ce qui va nous permettre de recouper avec une seconde question. Et puis la deuxième, c'est la mise en place d'une délégation artiste-auteur. Alors c'est intéressant parce que cette délégation vient d'être nommée, là c'est vraiment tout frais, il y a 2 semaines même pas, quelque chose comme ça, et elle s'appelle la délégation des artistes et des auteurs. Ce qui est intéressant parce que c'est vrai que le rapport Racine avait mis en place quelque part, vous savez comme on parle des intermittents du spectacle, on parle du statut des artistes-auteurs, et là quand même c'est pas les artistes-auteurs, c'est d'un côté les artistes, de l'autre les auteurs, et c'est vrai que c'est un peu particulier parce que de fait on est tous des auteurs au sens du code de la propriété intellectuelle, et on est tous des artistes-auteurs au sens, je dirais, du Code de la sécurité sociale, si on prend juste le droit existant. Après, dans nos propres représentations, c'est vrai que nous, les premiers, Denis, quand on avait commencé à travailler, on se disait « mais nous, on n'est pas artistes, c'est autre chose, on est des auteurs, on écrit, on fait des livres ». Mais je crois qu'on a tous beaucoup évolué aussi dans notre propre représentation mentale et dans notre appréhension du droit pour voir qu'il y a peut-être un enjeu politique autour de la dénomination du terme artiste-auteur qui viendrait à consacrer un véritable statut pour l'ensemble des créateurs et créatrices, ce qui nous sortirait d'une forme d'appréhension par nos circuits de diffusion. Oui, vas-y, Denis. Surtout qu'on perçoit bien en plus que dans l'avenir, la disparité de ce qu'on va faire en tant qu'auteur ou artiste va faire que quoi qu'il se passe, on va naviguer bien dans cet énorme champ de l'artiste-auteur. Donc ça a vraiment de plus en plus de sens, ça aura de plus en plus de sens avec l'avenir. On pourrait même dire créateur et créatrice quelque part. Je crois que c'est même peut-être, mais c'est ça, c'est ce que disait très bien Mia tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir une carrière pleine et entière, quand on est dans l'illustration, on peut faire un peu de publicité, puis faire une BD pendant 1 an, et puis faire du jeu vidéo, enfin voilà. Je pense qu'on est en plus des générations à venir qui vont être de fait naviguer dans une multitude de secteurs de diffusion parce que leurs créations en tant que telles vont trouver après plusieurs façons d'être diffusées et sur Internet y compris. Ça, on en parle peu, mais c'est aussi une vraie question. Alors, du coup, je voudrais avoir votre avis concernant l'entrée en vigueur à la date du 1er janvier 2021 du décret du 28 août 2020 relatif à la nature des activités et des revenus des artistes-auteurs. Est-ce que peut-être notre expert juridique voudrait rebondir au moins sur Alors, on sait déjà, on a fait une vidéo spéciale que vous pouvez voir, qui est sur notre chaîne YouTube sur ce décret. Mais peut-être que ce qu'on peut dire qui est étonnant, c'est que finalement, dans ce décret, on n'a pas une rubrique dédiée à ce qui est le cœur de notre activité quotidienne, c'est-à-dire l'acte de création.
Alors oui, là pour le coup, là c'est un sujet d'énervement assez clair, puisque là on a vraiment été victime d'enfumage par, je ne citerai pas le nom, mais en tout cas par le haut fonctionnaire chargé des concertations avec les artistes-auteurs, puisque la concertation qui a eu lieu sur ce décret dans l'année 2020 s'est télescopée avec la remise du rapport Racine et sur la question des revenus de commande en fait, et donc surtout toute la question de l'arnaque des avaloirs et des avances, c'est-à-dire on paye des écrivains, des romanciers, des illustrateurs jeunesse, des scénaristes, on paye ces artistes-auteurs-là non pas pour leur travail, mais avec une avance sur le produit des pourcentages dont ils devraient bénéficier au titre de leur contrat. Donc on mélange une rémunération d'exploitation avec une rémunération de travail. Et de ce fait, on empêche les artistes-auteurs de bénéficier des rémunérations proportionnelles dont ils devraient bénéficier au titre de la loi. Le rapport Racine ayant posé cette problématique-là et ayant plaidé pour intégrer une obligation de distinction dans la négociation des rémunérations d'écriture par rapport aux rémunérations de cession, les concertations sur le décret avaient lieu. Et donc, dans le cadre des concertations sur le décret sur les revenus principaux et les revenus accessoires, nous avons demandé à ce qu'il soit expressément marqué que les revenus tirés des commandes d'écriture soient bien considérés comme des revenus artistiques, de manière à éviter que les services juridiques des éditeurs et que les services juridiques des producteurs ne donnent comme contre-argument « Ah ben non, tu comprends, comme dans le Code de la sécurité sociale, il n'y a que les revenus tirés de la cession des droits qui peuvent avoir la nature de revenus artistiques, je ne peux pas venir te dire que c'est une prime de commande, il faut que ça soit une avance ou un avaloir en fait. » Donc, on avait demandé dans le cadre de ces concertations à ce que soient expressément revenus les trucs, et on a vu un projet de décret. Alors, les concertations, c'est des trucs pour dire on vous écoute, mais on ne fait pas ce que vous dites. Hein. Donc, ils nous ont écoutés et ils n'ont pas fait ce qu'on nous a dit. Et donc, on s'est vu arriver en juillet avec un projet de décret qui parlait des revenus de conception et de cession. Mais il n'y avait pas écrit les revenus tirés d'écriture. Donc on est revenu à la charge en disant mais ça ne va pas suffire pour dire qu'on peut avoir des revenus artistiques qui sont déconnectés complètement de la cession des droits ou d'une avance. Donc intégrer ce truc-là. Mais non, mais on vous promet, on en a vérifié avec nos services juridiques, revenus tirés de la conception, vraiment ça va rentrer dedans. Juré, enfin pas juré quoi, mais c'était limite ce niveau-là. Résultat, là on vient de voir les nouveaux formulaires AGESA qui expliquent les revenus qui peuvent rentrer dans les revenus principaux ou accessoires. Et il est expressément marqué, notamment par exemple pour les scénaristes audiovisuels, ne figurent pas les revenus tirés de la commande. C'est les revenus tirés de la cession des droits. Donc l'item revenu de conception, en fait, c'était un habillage pour essayer d'endormir les organisations d'artistes-auteurs. Et aujourd'hui, l'URSSAF, quand ils font leur notice pour dire « Bon alors, diffuseur, voilà ce que vous pouvez payer en revenus artistiques », c'est marqué cession de droit. Il n'y a pas marqué revenu tiré de l'écriture. Et en lisant ça, je me disais même qu'on n'était pas loin d'un recul dans le domaine du livre, par exemple, parce que si on interprète de manière stricte, il y a une partie des choses qui se pratiquaient aujourd'hui dans le livre qu'il ne faudrait plus faire. Hein. Oui. Donc, si ça se trouve, on a même un peu reculé. Un auteur qui toucherait un fixe exactement. À la signature du livre, aujourd'hui, est-ce qu'il peut le déclarer? Est-ce que c'est un revenu artistique? Si on lit ça de manière stricte, ça ne l'est plus, quoi. Alors, ça l'a toujours été. Hein, la question ne se posait pas du tout. Donc, moi, je suis assez inquiet, hein, parce qu'à force comme ça, de ne pas avaliser la réalité, ouais. Parce que c'est de ça qu'on demande. C'est-à-dire, la réalité, c'est que notre revenu artistique, c'est ça. Oui. Et alors, on le sait.
il y a un petit point pour le script doctoring en matière audiovisuelle. Donc, ce sont les consultants qui sont donc souvent des scénaristes qui se voient demander une consultation sur un scénario pour faire un retour sur la structure, la dramaturgie, un certain nombre de choses. Et il y avait une inquiétude de la part de producteurs, d'organisations, que les revenus tirés de ces consultations puissent ne pas être considérés comme des revenus artistiques, puisque théoriquement, lorsqu'on est consultant, on est salarié. Donc ça posait tout un tas de problèmes, parce qu'il y a des producteurs qui demandaient à des scénaristes soit de créer leur propre sirette d'auto-entrepreneurs pour pouvoir facturer leur consultation de script doctoring, d'autres qui disaient « Oh non, on fait passer ça en droit d'auteur au forfait et ça va bien passer comme ça ». Donc l'idée était d'essayer de clarifier ce point-là. Le décret a encore complètement est passé à côté, puisqu'en fait, ils ont dit les revenus de script doctoring jusqu'à, alors je ne sais plus si c'est 12 000 ou 14 000 euros, enfin j'ai plus les chiffres en tête, mais s'il n'y a aucun apport original d'auteur dans la consultation, c'est-à-dire si on devait être un petit peu dans du salariat normalement, ça pourra passer en revenu accessoire, bonne nouvelle, bon. Mais comme la plupart du temps, mais la question ne se pose pas dès lors qu'il y a un apport qui est considéré comme original. Et l'énorme problématique de ça, c'est que c'est extrêmement compliqué lors d'un retour de texte d'imaginer qu'il ne puisse pas y avoir une forme de contribution qui, même si elle n'est pas essentielle à la création qui va avoir lieu, participe quand même de cette création. Donc, statu quo complet, qu'est-ce que vont faire les producteurs de ce décret en matière de script doctoring? Ils vont continuer à payer en droit d'auteur au forfait, mais au titre de la cession, pas au titre de l'écriture. Puisque aucun producteur ne va prendre le risque de dire, en mon âme et conscience, je décide de dire qu'il y a strictement aucun apport original dans cette consultation-là. Bien sûr, c'est impossible. Et donc, je le fais passer en revenu accessoire. Les producteurs vont juste se dire, ouais, j'ai pas du tout envie de prendre le moindre risque à ce qu'un jour le consultant puisse venir dire, oui, là, dans la manière dont ça a été repris, on retrouve une contribution, peut-être qu'elle n'est pas essentielle, mais n'empêche, c'est une contribution d'auteur, je demande une cession. Donc, les producteurs vont refaire. Donc, en fait, tout ça, ça a été beaucoup de bruit. Cette question-là sur le script doctoring a fait beaucoup de bruit, mais au final, pour une situation qui va être un statu quo complet, et on va continuer à payer en droit d'auteur au forfait les consultations, mais pas au titre de la consultation, au titre de la cession des droits sur les contributions qui pourraient être considérées comme des contributions d'auteur dans la consultation. Donc on n'a pas réussi à sortir de la logique de on va rémunérer le travail de conception. En fait. C'est incroyable, mais c'est vrai que c'est là qu'on se dit que le cœur de ce qu'on fait, parce que concevoir, c'est notre quotidien. Je veux dire, l'exploitation, c'est ce qu'on suit de loin, quelque part. Je dirais que c'est la partie la plus éloignée de nous. C'est celle qui est la moins reconnue dans notre quotidien. On a parlé de choses assez techniques. Sophie, peut-être sur ces questions-là. Toi, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu en es aujourd'hui dans dans ton métier? On a beaucoup parlé du passé, mais là on est quand même dans une situation d'urgence, de crise complexe. On est dans un marché de l'édition qui pose aussi un certain nombre de difficultés. Comment tu vois ton métier là, 14 ans après? Bonne question. Je me dis, il y a plein de métiers où il y a une évolution possible dans une carrière. Je veux dire, plus on prend de l'ancienneté, plus on a une évolution. Moi, aujourd'hui, je me dis, finalement, mon évolution à moi, c'est quoi? Les difficultés, elles sont toujours là au niveau, on le sait, hein, la précarité des auteurs, elle est existante, elle est réelle. Comment je vais pouvoir évoluer dans 20 ans? Où est-ce que je serai, en fait? C'est ça. C'est plus... là, ce qui se passe aujourd'hui, ça donne pas beaucoup d'espoir de se dire, et finalement, on est un petit peu dépendant, même complètement, en tout cas, sur les ouvrages aussi de son succès.
C'est-à-dire que voilà, on est quand même pour pouvoir signer d'autres livres, il faut quand même avoir un minimum de succès et que voilà, que son travail plaise. Donc, il y a rien de rassurant en fait. On navigue à vue. En tout cas, là, donc moi j'ai fini la partie édition l'année dernière, comme tu le sais. Donc là, je suis repartie sur du travail d'illustration, mais je navigue à vue à 3 mois près, quoi. Je sais pas dans 3 mois ce que j'aurai. Donc aujourd'hui, enfin étant jeune, je l'acceptais complètement. Mais je me dis, est-ce qu'à 60 ans, à la veille de la retraite, 65, 67, je ne sais pas quel âge, mais 75, est-ce que j'accepte, voilà. Est-ce que j'accepterais encore d'avoir cette visibilité uniquement à 3 mois et de me dire que si j'ai rien au bout de 3 mois, en fait, j'ai pas cotisé pour le chômage, donc en fait, il se passe quoi? D'autant plus que la crise sanitaire, effectivement, ça renforce les difficultés. Je le vois bien cet été, suite à la crise sanitaire, il n'y avait rien qui se passait. Heureusement, là, en ce début d'année 2021, il y a pas mal de choses qui rebougent, mais on va dire qu'il y a eu, ne serait-ce que mes travaux en communication visuelle, les entreprises ont moins d'argent. Les entreprises, il y en a qui coulent. Moi, je travaillais pour un groupe alimentaire qui a licencié plus de 2000 personnes, donc ils vont pas me faire dessiner des petites mascottes ou quoi parce qu'ils ont pas, voilà, ils ont d'autres priorités. Donc ce que je peux tout à fait comprendre avec cette crise, mais du coup on est le dernier un petit peu maillon de la chaîne et heureusement qu'il y a eu ce fonds de solidarité, vraiment. Oui. Ça a été voilà, moi j'en ai profité parce que la difficulté, enfin voilà, on en avait besoin réellement. Actionnez-le si vous avez, enfin parce que toujours on entend les gars qui disent j'ose pas, peut-être qu'il y a des gens qui en ont le plus besoin. Non, il y a des budgets, ça a été décidé pour une fois qu'on a un filet de sécurité qui ressemble à peu près, alors pas exactement au chômage, mais en tout cas qui s'apparente à un mécanisme similaire. Si vous avez une baisse de vos revenus par rapport à l'année précédente sur un mois, vraiment activez-le. C'est vrai que ça, ce sera quand même une grande fierté pour la Ligue et pour le CAP notamment, parce qu'on n'était quand même pas beaucoup sur le pont à demander cette gestion publique des aides, mais je crois que quelques nuits blanches auront valu le coup des bénévoles pour être entendus par le précédent cabinet. J'ai des amis auteurs qui en ont profité et d'autres, comme tu dis, qui n'osent pas. Je dis, mais attendez, pour une fois qu'on a le droit à un truc, non mais il faut y aller, quoi, parce que on est quand même pas très bien servi depuis très longtemps. Donc j'ai dit, mais en fait on travaille, on y a le droit, quoi. On est voilà, il faut voir ça comme une solidarité nationale en plus. Je veux dire, c'est tous les Français qui aident tous les Français. Donc si on en a besoin, on n'hésite pas à aller le demander, quoi. Voilà, on paye des impôts, on cotise, on est des vrais actifs. Donc le jour où on a cette solidarité qui se met en place, il faut aussi savoir le demander. Quand on a urgence et besoin, parce que effectivement la pénurie de travail est là actuellement elle est réelle. Bon, alors là-dessus, on espère le prolongement du fonds de solidarité. C'est quelque chose qu'on a formulé et demandé. Et puis, c'est vrai que pour les artistes-auteurs qui n'ont pas de numéro de SIRET, ça traîne énormément au niveau de la fonctionnalité du formulaire. On est encore dans les bricolages du fait qu'on n'est pas identifié. Et là, on en voit très clairement les effets négatifs. On me dit, Émilie, à l'oreillette, que l'auteur masqué est de retour et qu'il a quelque chose à nous dire. C'est parti pour l'auteur masqué. Émilie. Oh, il y en a marre, ça fait 20 minutes. Creuse, c'est très important pour les auteurs, creuse. Mais accélère un peu, s'il te plaît, parce que là, il y a plein de gens qui sont en train de parler à la ministre. C'est important qu'elle ait ça avant. Allez, creuse. Et arrête, j'ai vu un truc. Arrête. Ça y est, je le savais. Je le savais.
Là, je crois qu'on est sauvé. C'était l'auteur masqué. Eh bien, on va terminer ce live anniversaire Rapport Racine et j'ai envie de dire aujourd'hui, 1 an plus tard, voilà où on en est. Le rapport est sorti le 22 janvier, il a été semi-enterré le 18 février et bon, ça reste compliqué aujourd'hui d'en voir l'application. Hein. Comme on disait, très très peu des mesures ont été retenues ou se sont inscrites dans nos réalités. Qu'est-ce que chacun vous retenez de ce premier anniversaire? Comment on pourrait continuer à faire vivre finalement ces idées dont on a besoin, Sophie? Continuer d'en parler. Je pense que voilà, à travers la Ligue, la Charte et tous les organismes, je pense que vous le faites très bien à travers aussi ces émissions. Voilà, je sais que voilà, je voudrais vous remercier parce que pour ces émissions justement, pour tout ce que vous partagez en fait sur les réseaux sociaux, ça crée un lien en fait avec nous qui est réel et dont on a besoin. Pour là, on se sent moins seul et un petit peu plus solide parce que le lien, voilà, ça crée aussi ce maillage en fait tous ensemble. Donc ça c'est important pour les auteurs pour qu'ils un petit peu solidifient entre eux et portent tout ce rapport qui vraiment fait le constat de la réalité de notre métier, quoi. Tout à fait. Alors, dans les Denis, qui veut parler? Moi, je dirais ce que j'avais déjà dit après qu'on ait publié l'étude des EGB, des états généraux de la bande dessinée, c'est que dans le fond, là, aujourd'hui, ce qui compte, c'est la réalité et la vérité. Donc les auteurs, vous dites votre réalité. Vous arrêtez de vous cacher en vous disant que c'est de votre faute si ça va mal. Non, la réalité, votre réalité est la réalité de la plupart des auteurs. Et il faut en parler librement, calmement, sans. Il n'y a pas besoin de jouer à la victime. Nous sommes des victimes pour l'instant d'un système qui ne marche pas très bien. Racontons nos réalités. J'espère quand même qu'à un moment, ça va finir par être entendu partout et suffisamment pour que plus personne ne puisse se dire ouais, non mais ça va aller, ça va passer. Voilà, j'espère vraiment ça. Ça ne passe pas. Voilà, et ça ne passe pas. Et vraiment, je pense que le rapport Racine, il a l'avantage de donner de la même manière qu'aux EGBD, on avait donné des chiffres. Là, il donne une réalité étudiée, travaillée. Voilà, on est en effet face à 50 experts. C'est un document d'une solidité remarquable. Tous ceux qui sont allés contre ça ont juste décidé de combattre la réalité. Elle reviendra, elle est expertisée, et à la Ligue, au CAP et compagnie, on va tous continuer à la dire. Denis? Je trouve ça très bien ce que vient de dire Denis. Je pense que je pense que il faut effectivement pas partir sur l'idée que le rapport est enterré, ou alors il faut en faire un mort-vivant. C'est un zombie qui va venir terrifier les pouvoirs du ministère, dévorer les cerveaux pendant les 10 années. N'oublions pas. Voilà. Donc, c'est pas pour vous, Bruno Racine, c'est pour votre rapport dont je parle. Et donc, je pense que il est essentiel aujourd'hui qu'il y ait une montée en conscience chez les artistes-auteurs, tous les artistes-auteurs, une montée en conscience de toutes ces problématiques-là. Il y a un poids des intermédiaires qui se prétendent représenter les intérêts des artistes-auteurs qui est terrifiant. C'est un business. Il y a beaucoup d'argent là-dessus et il est indispensable que les artistes-auteurs puissent monter en conscience par de la formation, et la formation elle passe tout simplement par ce type de web émission, par les travaux que font la Ligue, que font les organisations. Donc moi, si je pouvais donner un conseil entre guillemets aux artistes-auteurs qui nous regardent, quelle que soit leur profession, quel que soit l'art qu'ils exercent, c'est de bien choisir les organisations qui les représentent, de veiller à choisir des organisations qui ont exclusivement pour objet la défense de leur métier et pas d'autres préoccupations, aucune autre préoccupation, exclusivement la défense. Et c'est que ces organisations-là, aujourd'hui, mettent en place des parcours de connaissances, des parcours de compréhension qui fassent que quand un artiste-auteur décide de se syndiquer ou de rentrer dans une organisation professionnelle, il puisse, et c'est ce que disait Sophie que j'ai trouvé très intéressant,
il puisse se projeter dans sa carrière, non seulement professionnellement, mais aussi, je pense, syndicalement, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir un parcours de compréhension et d'engagement qui puisse se faire sur différents domaines. Les domaines sont extrêmement complexes, vous l'avez vu, hein, il y a des moments où quand je parle, je suis toujours en train de me demander si on comprend, parce que je vois très bien qu'on peut très vite rentrer dans des choses très complexes. Ouais. Donc c'est compliqué pour un artiste-auteur d'être à la fois, de maîtriser le droit de la sécurité sociale, le droit de la propriété intellectuelle, le code civil, le droit du travail. C'est compliqué là-dessus, mais en revanche, c'est pas impossible. Mais il faut, je pense, pouvoir permettre aux artistes-auteurs d'accéder petit à petit à ces éléments de compréhension d'enjeux. Donc je pense que ces visions-là, ces vidéos que vous pouvez faire à la Ligue participent de ça, et c'est un modèle qui, à mon avis, doit absolument inspirer d'autres métiers, d'autres professions. Voilà. Et surtout aussi de prendre conscience, les artistes-auteurs, qu'ils ont beaucoup plus en commun qu'ils ne le pensent. Bien sûr. Et que aussi éloigné que puisse paraître un scénariste de BD avec un plasticien ou avec un réalisateur ou un YouTuber, en fait, il y a des points de contact qui existent, ne serait-ce que dans la vocation qui anime ces personnes-là, et dans leur statut social et dans leur statut de protection sociale. Et qu'aujourd'hui, on divise les artistes-auteurs par catégories sectorielles pour des raisons de commodité pour les diffuseurs, qui ça serait trop long d'expliquer là maintenant, mais en tout cas, on les divise d'un point de vue sectoriel, alors qu'en fait, il y aurait sûrement des synergies à trouver, qui ont déjà commencé grâce au rapport Racine, et il faut entretenir cette énergie, c'est-à-dire l'énergie d'artistes-auteurs qui prennent conscience que derrière leurs métiers différents, ils ont des spécificités qui leur sont propres et qui méritent d'être mutualisées en termes de compétences pour pouvoir peser plus de poids. Peut-être qu'on peut... Oui, je peux juste dire quelque chose. Oui, bien sûr. Non, mais justement, moi, je rajouterais juste qu'en tant qu'autrice, le fait juste d'en parler entre nous, mais par exemple, moi, j'ai pu faire l'un des derniers festivals possibles en mois de septembre, et juste d'en parler à table avec plein d'auteurs, c'est juste mettre un germe dans l'esprit des gens, et je me suis aperçue qu'il y avait des auteurs qui avaient 20 ans de carrière de plus que moi, mais qui n'étaient pas au courant encore de tout ça, qui n'étaient pas encore allés voir les travaux de la Ligue, etc. Et juste le fait d'en parler, de mettre ce petit germe-là et d'en parler entre nous en tant qu'auteur, artiste-auteur, voilà. Parce que là, le fait d'aller voir les web émissions et tout ça, c'est un acte tout seul de faire l'effort d'eux, mais je pense qu'on peut aussi, en parlant, créer en fait aussi ce maillon, quoi. Et j'ajouterais, pour rebondir sur vous deux, c'est qu'on n'a pas de contrat de travail, nous on n'a pas les protections du droit du travail, on n'a pas de CDI à durée indéterminée, on n'a pas toutes ces choses-là. Et en effet, le syndicalisme, c'est l'endroit où on construit nos protections au quotidien. C'est le meilleur contrat de protection qu'on puisse faire aujourd'hui. J'espère qu'on aura mieux à terme. Mais aujourd'hui, c'est vraiment important de se réunir, en effet, d'en parler en festival. Et puis après, que certains se renseignent les autres, etc. C'est tout un réseau qu'on essaie de mettre en place en faisant tout ça. C'est pour ça que les informations de la Ligue, elles sont toujours publiques. Notre idée, c'est de donner des contenus au maximum de gens. Après, adhérer à la Ligue, adhérer à vos syndicats, à vos organisations, parce qu'on a besoin aussi de ce retour de votre part. Donc, ce réseau, il doit marcher dans les deux sens. Et on a un canal de retour là avec le chat, mais adhérer et venir de temps en temps, pas tout le temps, participer aux activités, etc. C'est comme ça que se construit cette protection collective. Voilà. Tout à fait. Je voulais terminer cette web émission en remerciant Bruno Racine qui, hélas, ne pouvait pas être parmi nous ce soir parce qu'il avait un autre engagement, mais qui nous a fait un mail très chaleureux. Je voulais vraiment le remercier parce que c'est rare, je pense, le travail qui a été fourni et d'avoir le courage politique, d'avoir porté les idées qu'il a portées en son nom, hein, puisque ce rapport porte son nom. Donc je pense qu'on peut chaleureusement le remercier et je dirais que ce qui compte, c'est peut-être ce que laisse l'histoire. Et je crois que c'est peut-être la
première fois qu'on aura un tel document, une telle construction qui restera à l'unanimité saluée avec autant d'émotion par les artistes, auteurs et autrices. Et je pense que le courage politique n'a peut-être pas la récompense de certains autres avantages, mais il a peut-être au moins la récompense d'avoir le sentiment d'avoir fait ce qui était juste et honnête intellectuellement. Et ça, c'est ce qui devrait primer, ce qui n'est pas toujours le cas, hélas. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette web émission. Merci Sophie pour ton intervention, c'était extrêmement lumineux. Denis Bajram évidemment. Puis un merci tout spécial à Denis Goulette pour cette expertise. Denis, c'était un bonheur de collaborer avec toi à l'époque où tu étais délégué général de la Ligue, enfin de la Guilde des scénaristes décidément. Aujourd'hui, voilà, tu pars vers d'autres horizons, mais j'espère que nos routes se recroiseront parce que tu as une expertise qui est rare et je crois que nous en avons besoin. Et beaucoup d'auditeurs nous font des retours très élogieux sur les explications que tu nous as données ce soir. Bien, je vous dis une bonne soirée à toutes et tous et dans 2 semaines pour le prochain vidéo live. Bonne soirée. Bonne soirée.